tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un bilan de toutes les lectures que j'ai lues depuis le début de cette année 2022. Alors j'avoue que j'ai pas un rythme de lecture incroyable en ce moment, mais pour ma décharge il y a beaucoup de pavés dans ce bilan lecture, donc c'est parti. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui c'est Meurtre et Muffins aux myrtilles de Joanne Fluke. C'est publié aux éditions Cherche Midi et c'est le troisième tome de la saga des enquêtes d'Anna Swanson, après Meurtre et pépites de chocolat et Meurtre et Charlotte aux fraises, dont je vous ai déjà parlé dans des précédents bilans lecture. Et voilà, j'ai lu ce troisième tome qui est plutôt sympa. C'est du cozy mystery, donc on va suivre pour l'histoire, on va retourner dans ce petit village de Lake Eden aux États-Unis où on retrouve Anna qui est notre personnage principal qui tient une pâtisserie, un espèce de salon de thé qui s'appelle le Cookie Jar où elle fait beaucoup de cookies mais d'autres pâtisseries. Il se trouve qu'on est en plein hiver, au mois de février. La ville organise le fameux carnaval d'hiver et pour l'occasion ils vont inviter une célébrité des fourneaux qui s'appelle Connie Mack et qui fait beaucoup d'émissions de télé, des livres de cuisine, etc. Elle est assez célèbre, elle a une petite fan base, on va dire. Cette Connie va débarquer dans la ville, donc Anna et sa sœur Andrea vont être chargées de lui faire un petit peu la visite de la ville et elles vont très vite se rendre compte que cette bonne femme est absolument imbuvable. Elle est horrible avec tout le monde, surtout avec son personnel. Voilà, c'est une vraie diva. Connie va demander à Anna si elle peut utiliser ses fourneaux, son arrière-boutique, pour pouvoir confectionner le fameux clou du spectacle du carnaval de l'hiver qui est le gâteau, une espèce de pièce montée, voilà, avec un glaçage, etc. Et bon, Anna est pas très fan du fait que Connie se serve de sa cuisine, mais bon, elle va accepter de lui laisser ses fourneaux durant une nuit. Sauf que le lendemain matin, lorsque Anna débarque dans son arrière-boutique, elle va découvrir le cadavre de Connie Mack. Elle a été assassinée dans sa cuisine, donc elle est un petit peu embêtée parce que du coup c'est une scène de crime et elle peut plus avoir accès à ses fourneaux. Mike et Bill, donc son beau-frère et son collègue qui sont policiers, vont lui interdire formellement de se mêler de l'enquête. Évidemment c'est plus fort que Anna, elle va faire sa petite enquête en sous-marin accompagnée de sa sœur Andrea, puisqu'elles aiment bien, c'est un binôme assez cocasse les deux, et donc elles vont essayer de trouver qui c'est qui a tué Connie Mack. Donc c'était sympa, évidemment ça casse pas trois pattes à un canard, c'est cousu de fil blanc, ça reprend un petit peu les mêmes arcs narratifs que dans les précédents tomes, donc rien de nouveau sous le soleil. Il faut savoir que cette saga a été écrite aux États-Unis il y a au début des années 2000, alors celui-ci, le tome 3, il a été publié originairement en 2002, donc c'était il y a 20 ans, donc forcément c'est bourré de clichés, il y a plein de choses qui ne passent plus trop aujourd'hui et qui sont un petit peu désuètes, mais de notre côté, si tu acceptes, tu sais dans quoi tu te lances en lisant ce livre, si tu acceptes de lire ça, que tu poses ton cerveau sur ta table de chevet, et tu passes quand même un bon moment de lecture. Ça se lit super vite, les chapitres se dévorent comme des petites gourmandises. À chaque fois on a aussi des recettes qui sont égrenées dans le livre. Je vais vous montrer un petit peu, je sais pas si je vais en trouver une évidemment, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas. Muffins aux myrtilles, voilà. Il y a des petites recettes, donc moi j'avoue que je ne les ai pas testées parce que je suis un peu nulle en cuisine, mais ça donne envie de manger des gâteaux. On passe toujours un petit moment sympa, c'est feel good, c'est cosy, on a l'impression de connaître tous les habitants du village puisque tout le monde se connaît, c'est vraiment une ambiance assez familiale. On s'attache vraiment aux personnages au fur et à mesure des tomes, on a vraiment l'impression de les connaître et c'est comme si on retournait à la maison quelque part quand on lit un tome de cette saga. Voilà, le tout c'est de se laisser porter par l'histoire. Moi j'ai le tome 4 et le tome 5 qui m'attendent dans ma pile à lire. Donc le tome 4 c'est Meurtre et Tarte au citron meringué, et le tome 5 qui vient tout juste de sortir là au mois de février 2022 qui est Meurtre et Cupcake au caramel, donc encore des lectures gourmandes en perspective. Toujours aux éditions Cherche Midi, j'ai lu Le Mystère Caravage de Peter Dent. Donc ça c'est un thriller un peu historique qui se passe au XVIIe siècle à Rome, où on va suivre le personnage de Caravage qui est un célèbre peintre
maître du clair-obscur. On est à Rome au XVIIe siècle, on a donc le Caravage qui est un peintre qui est quand même assez reconnu mais qui est assez controversé, notamment par le Vatican qui trouve que ces tableaux qui reprennent justement des scènes bibliques, des martyrs, etc., mais qu'il les peint d'une manière un petit peu atroce, le Vatican pense et l'Église pense que ce sont des hérésies, du blasphème. Donc c'est vrai qu'il n'est pas en odeur de sainteté auprès du nouveau pape, Paul V, qui vient d'être élu nouveau pape et qui a pas mal comploté. On a aussi cet aspect intrigue politico-complotiste au sein du Vatican. Caravage, lui, se tient assez loin de ces histoires-là. Il est dans son atelier avec son apprentie Nerina, qui est une jeune femme pleine de ressources, qui a beaucoup de talent, et il se trouve que Caravage a aussi un passé un petit peu trouble et il va y avoir deux personnages notamment de son passé qui vont ressurgir et qui vont le tourmenter, qui semblent lui en vouloir. Alors on sait pas bien qui c'est, quel est le lien avec Caravage au début, c'est sur quoi repose le mystère Caravage, et évidemment Nerina va tout faire pour aider son maître, et surtout ils vont devoir voyager puisqu'ils vont être Caravage va être exilé de Rome, il va partir à Malte, il va partir à Naples, il va partir en Sicile, donc on va voyager avec lui. Ce que j'ai aimé dans ce bouquin, c'est vraiment l'ambiance. J'ai adoré être dans ces pays, notamment à Rome, au XVIIe siècle. Moi j'adore la Renaissance italienne, c'est vraiment une période que j'aime beaucoup, et du coup j'aimais bien me retrouver dans ces petites ruelles avec les auteurs, avec l'ambiance, les personnages, les costumes, etc. Les chapitres se lisent bien, la plume de l'auteur est assez fluide, même si c'est un beau bébé qui fait presque 600 pages, mais ça se lit vraiment très très bien. Alors parfois il y a certaines longueurs, des passages qui m'ont moins intéressée, et parfois il y a des raccourcis qui sont un peu commodes. Je trouvais que des fois il y avait des ellipses et des trucs qui étaient un peu faciles pour les besoins de l'histoire. Globalement ça se lit bien. Pour ce qui est du mystère et de la révélation finale, on le voit venir à 10 km. Moi personnellement ça n'a pas du tout été une surprise, donc j'avoue que bon, le titre repose quand même sur le mystère Caravage, et quand tu devines le mystère, que c'est pas vraiment un mystère, bon, ça retombe un petit peu comme un soufflet. J'ai beaucoup aimé le personnage de Nerina qui en fait porte complètement le roman. C'est un personnage de femme forte et débrouillarde. Ça fait plaisir à lire des personnages féminins comme ça. Et c'est elle en fait le véritable héros, l'héroïne de ce bouquin, c'est elle et ce n'est pas Caravage. J'ai aussi aimé en savoir plus sur la vie de ce peintre reconnu, voilà, de cet artiste. C'est toujours bon pour la culture générale, donc ça c'était vraiment chouette. Voilà, c'était globalement une lecture assez sympathique qui se lit bien mais qui n'a pas non plus été transcendante, et ça n'a pas du tout été un coup de cœur, mais ça reste une bonne lecture. Ça donne soif de parler comme ça. J'ai ensuite lu un petit essai féministe que j'avais très envie de lire depuis sa sortie, c'est Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, de Mona Chollet. C'est aux éditions La Découverte dans leur collection Zone, que j'adore, je trouve les objets livres vraiment très beaux. Rappelez-vous, j'avais adoré Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui était son essai féministe précédent, donc forcément quand j'ai vu celui-ci sortir, je me suis précipitée dessus, d'autant plus que le sous-titre me donne tellement envie, quoi. Comment le patriarcat sabote les relations hétéros, enfin moi ça me parle, je sais pas vous mais moi ça me parle grave. J'étais très curieuse de le lire. Donc dans cet essai, donc il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, c'est un essai, Mona Chollet va parler de la vie réelle, du monde de tous les jours et des relations hétérosexuelles, l'injonction à l'amour et au couple qui est faite notamment aux femmes. Elle va parler d'éducation genrée, elle va parler des émotions, elle va aborder aussi des sujets plus difficiles comme la violence conjugale, le féminicide, la culture du viol. Elle va parler aussi de l'abnégation des femmes et du conditionnement social à leur dévouement, et aussi au déséquilibre de pouvoir qu'il y a entre les couples hétérosexuels, notamment dû aussi avec l'aspect financier de l'écart salarial. Elle va parler aussi de comment le patriarcat construit aussi nos désirs et nos fantasmes autour du regard masculin. Voilà, c'était vraiment passionnant, elle aborde plein de sujets. Ça pousse vraiment à la réflexion et ça permet de déconstruire aussi beaucoup de choses en nous pour pouvoir se reconstruire sur de nouvelles bases plus saines. J'ai été biberonnée dans les années 90
à tout ce qui est dessin animé avec des princesses Disney qui attendent le prince charmant, etc. Donc c'est vrai que de pouvoir déconstruire ça et de se dire on n'attend pas un sauveur, on est notre propre sauveur, il faut qu'on se réapproprie nos vies en tant que femme, nos désirs, nos ambitions aussi, et ne pas avoir peur d'avoir des ambitions, d'être brillante, pour justement, comment dire, ménager l'ego masculin. Voilà. C'est vrai qu'à la lecture de ce bouquin, je suis passée par toutes les émotions, que ce soit du rire jaune parfois, à la colère, à la désillusion, mais aussi à l'espoir, parce que tout n'est pas gris non plus, tout n'est pas sombre. C'est un peu difficile de parler de son avis sur ce livre parce que ça relève beaucoup de l'intime et de notre propre relation couple hétéro. Donc c'est parfois compliqué de concilier aspiration et conviction féministe avec le couple hétéro. Voilà, hétérosexualité c'est compliqué parfois mais c'est pas impossible. C'est un peu le message de ce bouquin. Ce que j'aime chez Mona Chollet, c'est qu'elle verbalise et qu'elle nomme des choses qu'on a toutes pensées ou senties au fond de nous sans jamais vraiment les nommer, et je trouve que maîtriser la langue et pouvoir nommer les choses, c'est déjà reprendre quelque part un peu un pouvoir. Et ça c'est super important et Mona Chollet le fait très bien. Ce que j'aime aussi dans sa manière d'écrire, c'est qu'elle mêle recherche et méthodologie un petit peu académique, un petit peu universitaire. Chose que j'aime beaucoup parce que moi aussi j'ai fait de la recherche à l'université, mais elle mêle aussi référence à la pop culture, à Instagram, à des films, à des séries, etc. Et puis aussi des anecdotes plus personnelles, ce qui fait qu'on se sent proche aussi d'elle et qu'on se reconnaît en elle. C'est très accessible, voilà, c'est une plume qui est très accessible, qui donne à réfléchir et voilà, pour moi c'est vraiment un essai à mettre entre toutes les mains. Par contre, petit warning quand même, il y a des chapitres qui sont plus difficiles à lire que d'autres, notamment les chapitres sur la violence conjugale, qu'elle soit physique ou psychologique, d'autant plus quand on a été victime soi-même de violence conjugale, c'est parfois compliqué à lire, mais c'est aussi nécessaire. Et puis il y a aussi toute la partie autour du féminicide, et notamment à l'époque le meurtre de Marie Trintignant avec Bertrand Cantat. Et voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, c'était super intéressant à lire, donc je vous le recommande. N'hésitez pas à le lire, à vous l'offrir, à l'offrir partout autour de vous, que ce soit pour des femmes, pour des hommes, peu importe l'âge, pour moi c'est vraiment une lecture qui est nécessaire. Et du coup, pour conclure en beauté, je vais vous lire peut-être 2-3 citations que j'ai relevées. J'en ai relevé plein, mais voilà, quelques citations qui m'ont particulièrement marqué pour vous donner un petit peu une idée. Oui, c'est vrai, notre culture a si bien normalisé l'infériorisation des femmes que de nombreux hommes ne peuvent assumer une compagne qui ne se diminue pas ou ne s'autocensure pas d'une quelconque manière. Mais il arrive aussi que certains manifestent assez de curiosité, d'ouverture d'esprit, de confiance en eux-mêmes pour accepter et même pour rechercher une telle femme. Quoi qu'il en soit, cependant, c'est un risque à courir. Mieux même, en poussant un homme à révéler très vite son vrai visage, refuser de se faire petite permet de se protéger. La préoccupation pour le bien-être des hommes qu'on inculque aux femmes les amène à se mettre systématiquement à leur place, elles aussi, au point qu'elles peuvent oublier le mal qu'ils leur font, négliger leur propre sort, faire taire leurs propres ressentis. Allez, une petite dernière pour la route. Quelle fonction remplit le conditionnement des femmes à l'amour? Même si je ne pense pas, encore une fois, que l'hétérosexualité se résume à une ruse du patriarcat, il me paraît indéniable qu'en abreuvant les filles et les femmes de romance, en leur vantant les charmes et l'importance de la présence d'un homme dans leur vie, on les encourage à accepter leur rôle traditionnel de pourvoyeuse de soins. On les place aussi en position de faiblesse dans leur vie sentimentale. Si l'existence et la viabilité de la relation leur importent davantage qu'à leurs compagnons, en cas de désaccord, sur n'importe quel sujet, ce sont elles qui seront amenées à céder, à faire des compromis ou à se sacrifier. On éduque les femmes pour qu'elles deviennent des machines à donner et les hommes pour qu'ils deviennent des machines à recevoir. On continue ce très long bilan lecture avec le 4e tome de la saga du commandant Servaz, donc Nuit de Bernard Minet. C'est publié aux éditions Pocket. C'est devenu presque une tradition depuis 4 ans maintenant. Je lis
chaque année au mois de janvier un tome de cette saga de Bernard Minet que j'aime beaucoup, particulièrement puisque le commandant Servaz et SRPJ, enfin travaille à la SRPJ de Toulouse, donc ma ville, et qu'en plus moi j'habite à côté du commissariat central, donc vraiment je suis complètement immergée dans le livre et j'ai l'impression de pouvoir rencontrer Martin Servaz à la sortie du métro là, à 2 minutes de chez moi. C'est vraiment assez cocasse, mais j'aime beaucoup. Dans ce tome-ci, qui est quand même une suite directe, je tiens à le dire, une suite directe de Glacé le tome 1 et du Cercle, et de notamment le Cercle le tome 2, il faut vraiment avoir lu les 2 premiers parce que sinon vous allez être perdu. Autant le 3e, N'éteins pas la lumière, qui avait été un immense coup de cœur pour moi, ben, on suivait moins l'arc narratif, on va dire le fil rouge qu'il y a au fil de cette saga. Donc voilà, N'éteins pas la lumière, à la limite on peut le lire à part. Mais par contre, celui-ci, il faut vraiment avoir lu les 2 premiers. Donc on va suivre Martin Servaz qui va avoir un accident en faisant une interpellation d'un dangereux criminel, violeur de femmes. Il va se faire électrocuter et il va tomber dans le coma. Enfin, il va se faire électrocuter et aussi avoir une balle dans le cœur. Vraiment la totale, il va être dans le coma, il va sortir du coma, donc il est en rémission, etc. Mais c'est à ce moment-là que choisit le fameux tueur en série Julian Hartmann, qu'on connaît déjà dans Glacé et dans Le Cercle, qui va refaire surface et réapparaître en Norvège notamment, puisqu'il y a Kristen Nygaard, c'est comme ça qu'elle s'appelle, une enquêtrice norvégienne qui va être missionnée sur la mort d'une femme, et il se trouve qu'elle va remonter la piste de Julian Hartmann qui va la mener jusqu'à Toulouse. Donc elle va faire équipe avec Martin Servaz pour essayer de dénouer cette enquête, de retrouver ce tueur en série qui semble en plus avoir un lien avec un enfant, un certain Gustave, qui est hébergé dans le fameux petit village des Pyrénées qu'on connaît bien dans Glacé, donc Saint-Martin de Comminges. Et cet enfant qui a 4-5 ans, on ne sait pas trop si c'est le fils de Julian, mais en tout cas la clé du mystère semble tourner autour de cet enfant. Donc Martin et Kristen vont aller enquêter pour essayer de comprendre qui est ce gamin et retrouver Julian. Alors moi j'ai été quand même un peu moins emballée par cette histoire, par ce tome 4 que j'ai trouvé un petit peu en dessous des autres. On sent que c'est un peu un tome de transition où l'auteur commence à placer ses pions, à nous donner, nous en tant que lecteurs, des informations peut-être qui serviront à la suite. Ça m'a pas non plus transcendée. Je trouvais que l'enquête manquait un petit peu de saveur, j'ai pas du tout été attachée au personnage de Kristen que je trouvais très froide. La révélation finale, le twist final m'a fait ni chaud ni froid, hein. Je suis quand même assez restée de marbre. Cela dit, ça se lit super bien, même si ça fait presque 600 pages. On ne peut pas enlever à Bernard Minet sa qualité d'auteur, de page turner, où ça se lit super bien. Et on est quand même vachement vite embarqué par l'histoire. J'aime aussi retrouver les personnages récurrents, notamment Martin, Margot, sa fille, mais aussi tout le commissariat de Toulouse avec notamment Samira et Vincent, que j'aime beaucoup. Moi ça me fait quand même plaisir de retourner toujours dans cette saga, et évidemment je lirai la suite. J'ai d'ailleurs le tome 4, non, le tome 5 et 6 dans ma pile à lire, donc forcément que je les lirai. Mais voilà, un petit peu en dessous des autres. Et pour finir ce bilan lecture, j'ai lu Mrs. March de Virginia Feytaud. Donc c'est publié aux éditions Cherche Midi. Donc là ce sont des épreuves non corrigées puisqu'il est sorti il est déjà sorti hein, le 27 janvier. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, vraiment c'est un primo-roman, mais alors quel primo-roman, j'ai été vraiment bluffée par la plume de Virginia Feytaud et par cette intrigue incroyable. Donc pour l'histoire on va suivre Mrs. March qui est une femme de bonne famille un peu bourgeoise qui vit à New York dans un quartier huppé avec son mari qui est un romancier célèbre, George March, et leur fils Jonathan. Et donc Mrs. March, c'est une femme au foyer, enfin elle travaille pas, elle vit quand même dans le luxe, elle est toujours bien apprêtée, elle fait des réceptions, elle a une domestique à la maison qui lui fait tout ce qui est ménage, cuisine, etc. Donc elle a quand même une vie plutôt oisive, avec ses petites habitudes un petit peu mondaines. Et puis un jour qu'elle va à la pâtisserie pour acheter son traditionnel pain aux olives,
la pâtissière qu'elle connaît bien va lui dire: ah, je suis en train de lire le nouveau livre de votre mari, j'aime beaucoup, mais dites-moi, ça vous dérange pas qu'il se soit inspiré de vous pour son personnage principal? Et là, Mrs. March est un peu gênée puisque elle n'a pas lu le livre de son mari, mais elle sait que le personnage principal de ce nouveau livre, une certaine Johanna, est une prostituée qui vend ses charmes et dont personne ne veut. Et c'est un peu un personnage antipathique, un peu, voilà, pas trop un compliment, tu vois. Donc elle se dit, vite, 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 je vais rentrer pour lire le livre et pour fouiller un petit peu le bureau de son mari parce qu'il semble cacher des secrets. Elle a vraiment l'impression que du coup, maintenant qu'elle sait qu'il s'est inspiré d'elle pour le personnage, elle a l'impression que tout le monde la juge puisque tout le monde est en train de lire ce livre. Et elle sent tous les regards des gens dans la rue, etc., qui la jugent. Donc elle commence vraiment à psychoter et elle va découvrir des choses dans le bureau de son mari qui vont lui faire envisager le pire, qui vont lui mettre la puce à l'oreille. Et va commencer une lente descente aux enfers pour Mrs. March. On est vraiment au cœur de la paranoïa, de la folie. C'est un roman très noir et psychologique. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment qu'on a cette noirceur, mais sous le vernis de la bourgeoisie, du côté chic et mondain. Ça m'a pas mal évoqué les séries de Marc Cherry, notamment Desperate Housewives, Why Woman Kill, mais sans le côté humoristique. Mais j'ai bien aimé ce côté très chic et à la fois très noir, très malaisant, où on est vraiment plongé au cœur de la tête et des pensées de Mrs. March qui sont parfois pas très reluisantes, qui sont parfois rationnelles, parfois absurdes, mais toujours très malaisante. Vous savez, c'est ce genre de pensée qu'on a tous parfois en nous, mais qu'on n'oserait jamais dire à voix haute. C'est pas vraiment un huis clos, puisqu'on voit Mrs. March qui sort, qui va à la pâtisserie, qui même va, je sais plus où, dans le Vermont ou quelque part par là. Voilà, elle sort, mais par contre, il y a quand même cette sensation d'enfermement. L'intrigue se passe quand même majoritairement au sein de ce luxueux appartement new-yorkais. Et puis on est surtout enfermé dans la tête de Mrs. March, donc on ressent vraiment cette sensation d'enfermement. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le jeu narratif autour du prénom, puisque Mrs. March, l'autrice, nous désigne Mrs. March toujours par son nom d'épouse, c'est même pas son vrai nom à elle. Elle est toujours appelée Mrs. March tout au long du roman, même quand il y a des flashbacks de son enfance. Alors que sa rivale imaginaire, Johanna, elle a un vrai prénom qui lui est propre. Et c'est comme si Mrs. March n'avait pas vraiment d'identité propre, comme si elle était dépossédée d'elle-même, jusqu'à la fin, la toute fin du roman où il se passe un truc de fou. Et là, la dernière phrase, l'autrice nous révèle le prénom de Mrs. March. Incroyable, voilà, c'était vraiment incroyable. Et même à un moment donné, vraiment pour ce truc du prénom, à un moment donné, on a Mrs. March qui fait sa valise pour partir quelque part, et l'autrice nous dit que sur l'étiquette, vous savez, sur les valises, il y a des étiquettes où on met son nom, son prénom et son adresse pour pouvoir retrouver son bagage. Et ben le prénom a bavé en fait, elle a écrit trop vite et le prénom a bavé, donc comme si elle était effacée, évaporée, c'est vraiment génial. Et le fait d'avoir la révélation finale du prénom à la fin, ben, je trouvais que c'était encore plus savoureux et bien pensé. Donc voilà, vraiment ce bouquin est super bien écrit, super bien construit, très psychologique, c'est très noir. Si vous aimez les romans noirs et psychologiques, vous allez vous régaler, donc je vous recommande ce bouquin. Voilà, c'en est tout pour ce très long bilan lecture, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir ces livres, si vous les avez peut-être déjà lus, qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous avez fait de belles lectures dernièrement, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serais ravie d'échanger avec vous. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Ça fait toujours plaisir à moi et aussi à l'algorithme YouTube, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures. Ciao!